Aimer quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous, c'est le quotidien de la plupart des couples. Deux histoires, deux logiques, deux façons de voir le monde. Alors comment construire un projet commun quand l'autre n'est pas un miroir mais un univers à part? Comment rester deux tout en avançant ensemble? Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui déstabilise le plus les couples, les différences. Pas celles que l'on remarque en début de relation, mais celles qui structurent les choix de vie, les priorités, les valeurs et les besoins. Parce que dans un couple, il est clair que l'autre n'est pas moi. Il a son rythme, sa manière de penser, son histoire. Et si cette altérité est mal comprise, elle peut séparer ou unir le couple. Alors, comment créer un projet commun sans effacer le jeu de chacun des partenaires? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, il y en a beaucoup qui confondent amour et similitude. Amour et le fait d'être pareil. Si tu m'aimes, tu dois voir les choses comme moi. Mais en fait, c'est absolument pas le cas. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon qu'il est impossible de s'aimer. Et les couples, très souvent, se heurtent aux différences de rythme, aux différences de vision, de vie, aux différences d'appréhension des finances. Parce que, sincèrement, l'argent, là, c'est le cadavre sous le tapis, en fait, dans les couples, la plupart du temps. Et aussi la vision de l'engagement, de l'organisation, de l'éducation des enfants, de la gestion des émotions, tout cela, le partenaire et l'autre partenaire, les partenaires sont différents dans leur façon d'appréhender toutes ces choses. Et puis la différence de l'autre, très souvent, de façon inconsciente, est très souvent vécue comme une menace. Parce que c'est vrai que très clairement, on se sent incompris, on est frustré et on peut nourrir des sentiments d'incompatibilité au fur et à mesure que l'on avance ensemble sur le chemin de la vie de couple. Et puis, le réflexe fréquent pour pouvoir faire face à tout cela, c'est de vouloir modeler l'autre à son image. Je vais lui apprendre, il va changer ou elle va comprendre, elle va changer. En fait, ça, c'est vraiment se mentir à soi-même et c'est une des pires erreurs qu'il ne faut pas connaître. Parce que la plupart du temps, les femmes voient le potentiel chez l'homme et elles se disent « Ah, il y a une bonne base, je peux en faire quelque chose. » Mais non, l'autre, il est déjà comme il est. Et la gageure, c'est d'accepter l'autre dans ce fait qu'il est différent. Et c'est ce rapport à la différence qui pose problème quand il n'est pas appréhendé dès le départ de la bonne façon. Alors, du coup, tout cela finit par des conflits, par de la déception, par des postures rigides où on ne lâche rien, donc zéro compromis. Et puis évidemment, ça débouche sur de l'épuisement affectif. Et le vrai problème, on se rend compte, c'est pas la différence, c'est l'incapacité à habiter cette différence ensemble dans un couple. Alors maintenant, il s'agit de comprendre cette altérité relationnelle. Alors, les différences, très clairement, elles ne sont pas un problème en soi. C'est la façon dont on les gère qui crée des tensions et des conflits. Et il y a deux mouvements de fond qui sont tout aussi toxiques l'un que l'autre. Le premier mouvement, c'est la fusion, qui consiste à renoncer à soi-même, à renoncer à ses positions, voire même à ses valeurs par peur du conflit. Et l'autre mouvement qui est tout aussi toxique que le premier, c'est la rigidité, qui consiste à refuser de s'adapter totalement, le refus de l'adaptation par peur de perdre le contrôle. Alors, cette incompatibilité, en fait, qu'on peut constater au sein des couples, sur la construction d'un projet de vie commun, parce que c'est bien de dire on va faire une vie, on va faire notre vie ensemble, mais est-ce qu'on en a seulement parlé? Et une fois qu'on est dedans, qu'on est lancé, on se rend compte que en fait, ça ne va pas comme on pensait que ça irait. Et ça crée des sentiments d'incompatibilité entre les deux partenaires. Et c'est souvent un manque de communication sur les attentes profondes. La plupart du temps, on oublie véritablement de se demander à soi-même en tant qu'individu ce qu'on attend d'une relation de couple, et puis on oublie très souvent de demander à l'autre ce qu'il en pense. Voilà, donc du coup, les attentes se situent au niveau de la sécurité. La sécurité pour moi, c'est telle chose, et la sécurité pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne met pas les mêmes choses derrière le même mot. Aussi parler de ce que ça représente pour moi la liberté, la stabilité, la reconnaissance, l'aventure, la prévisibilité. Est-ce qu'être prévisible
ça représente pour moi une forme de sécurité ou est-ce que ça représente pour moi une forme d'ennui mortel? Ça aussi, il faut savoir en parler. Mais il faut penser à aborder ces sujets de conversation avant de s'engager ensemble, un petit conseil. Et puis, un couple qui dure, on remarque, c'est un couple qui distingue le non négociable, pardon, donc les valeurs, le respect, les projets de vie, donc ce qui entend qu'on s'est déjà mis d'accord, qu'on a les mêmes valeurs. D'accord? Et le négociable. Le négociable, c'est ce qui relève de la méthode, la façon de faire les choses, parce qu'il n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire les choses. Le rythme, voilà, le rythme est négociable. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout le même rythme de vie, le même rythme biologique que l'autre. Et ça peut poser des problèmes dans un couple. Quand l'un, à 5 heures, même avant le lever du jour, il a déjà l'œil qui est comme ça, il est au garde à vous, et l'autre, il prend 3 heures pour se réveiller. Et après que le réveil ait sonné 8 fois, il commence à mettre le premier pied hors du lit. Voilà, donc ça aussi, c'est hyper important. Et puis, l'organisation de la maison, l'organisation des journées, l'organisation du foyer, voilà, donc ça, c'est quand même le négociable. Et construire un projet commun, pardon, ça demande aussi de transformer les différences en complémentarité et non pas en opposition. Et ça, c'est un véritable savoir-faire. Et tout dépend comment la différence est perçue, comment je perçois l'autre dans sa différence. Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir menacé, on peut aussi mépriser l'autre pour ce qu'on estime n'être pas respectable d'un certain point de vue. Et nos attentes, il faut qu'on se rende compte qu'elles viennent souvent de notre propre histoire, elles ne viennent pas du positionnement de l'autre. Lui, il n'a rien demandé. Et nous, on n'a rien demandé. C'est juste ce qu'on calque sur l'autre, ce qu'on transfère sur l'autre, on transfère nos attentes sur cette personne qui est en face de nous, et ce n'est pas de sa faute si elle ne répond pas à nos attentes. C'est notre histoire et c'est notre problème à nous qu'il nous faut régler avant. D'accord? Donc, la clé, c'est de percevoir l'autre, non pas comme un prolongement de soi-même, c'est pas ta troisième jambe, mais comme un partenaire autonome qui est doté de sa propre liberté, de son propre sens critique, de sa propre façon de voir les choses, de sa propre histoire. Et cette autre personne, cet individu, c'est avec cet individu qu'on doit apprendre à créer un terrain commun. Donc il faut négocier. Pour négocier, il faut discuter. Et pour discuter, il faut savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut aller explorer soi-même avant et ensuite explorer l'autre. Donc il s'agit de sortir vraiment dans cette démarche de ce qui me paraît évident à moi pour entrer dans ce qui fonctionne pour nous deux. Et pour entrer dans ce qui fonctionne pour nous deux, il est très clair qu'il faut consulter l'autre avant d'imposer des choses et avant de considérer comme évident ce qui n'est absolument pas pour l'autre. Voilà, maintenant on va commencer à se dire la vérité. Vous pensiez qu'on avait commencé, ben non, on n'y était pas encore. Maintenant, on va commencer à se dire la vérité, on va aborder des solutions concrètes pour savoir comment sortir de cette impasse. Alors, la première solution, la première piste, c'est de considérer la différence de l'autre comme une donnée, pas comme un problème. L'autre n'est pas moi, il n'a clairement pas mon cerveau, il n'a pas mon histoire, il n'a pas non plus mes peurs. Partir de ce principe, en fait, évite des exigences impossibles, des exigences inconscientes que l'on projette sur l'autre. Et du coup, la relation peut devenir un espace d'apprentissage de l'un et de l'autre, un espace d'apprentissage mutuel et pas de correction de l'autre. Il ne s'agit pas de dire à l'autre ce qu'il fait mal et de ne dire que ça. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient véritablement un espace de partage, pas de ce qui ne va pas, mais de ce qui fonctionne. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de définir une vision commune, quelque chose de très clair. Un projet commun n'impose pas d'être identique. Au contraire, il s'enrichit par la complémentarité et la différence. Il donne une direction globale où chacun garde ses spécificités. Et clarifier ensemble ce qu'on veut, ce que l'on refuse, ce vers quoi on avance, même à des vitesses différentes, c'est fondamental pour qu'un couple dure. La troisième chose, c'est qu'il faut trouver son terrain d'équilibre. Un couple fonctionne quand il distingue le non négociable, comme on en a parlé tout à l'heure, du négociable. Et il s'agit de chercher la conciliation. Je répète ce mot, la conciliation plutôt que la fusion ou la rigidité.
l'ajustement plutôt que l'abandon. Je laisse parce que de toute façon, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, ce sera comme ça. Ou bien je laisse parce que ça sert à rien que je parle. Il ne voudra pas m'écouter, donc j'abandonne, je laisse tomber. Et vous remarquerez que dans les couples qui ne fonctionnent pas, chacun a ses zones d'abandon. Hein. Mais c'est pas comme ça. Le couple a peut-être l'air d'être fonctionnel en superficialité, en superficialité, hein, quand on regarde les choses de façon superficielle, mais quand on creuse, quand on va dans le fond, on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements qui ne se voient pas de prime abord. C'est parce que l'un et l'autre ont des terrains qu'ils ont abandonnés et où ils se sont dit que c'était pas négociable, où ils n'ont pas eu l'énergie aussi d'aller chercher ce qui était négociable ou pas. La quatrième chose, pardon, oui, c'est de transformer les différences en ressources. Stabilité versus spontanéité, structure versus créativité, quoique la créativité n'exclut pas la structure. Hein. Prudence versus audace. Ce sont deux manières différentes de voir le monde qui peuvent devenir une richesse quand elles sont valorisées, quand elles sont bien utilisées, au lieu de s'opposer systématiquement l'une à l'autre. Et la cinquième chose, je suis généreuse aujourd'hui, il faut que je fasse vite parce qu'on arrive au bout du temps, c'est d'exprimer, de communiquer en fait pour comprendre, pas pour convaincre l'autre que mon positionnement est meilleur que le tien, que ma solution est meilleure que la tienne. C'est en fait une chose à laquelle on doit arriver à deux pour que les décisions soient pleinement implémentées et mises en place de bon cœur par les deux parties. Voilà, exprimer son fonctionnement, écouter celui de l'autre, chercher comment avancer ensemble avec ce que nous sommes aujourd'hui à cet instant T et non pas malgré ce que nous sommes. Et en fait, la différence de l'autre, le rapport à cette différence se gère par la traduction et non pas par la confrontation. Voilà, vous avez compris que construire un projet ensemble, c'est accepter que l'autre est un monde en lui-même, un autre monde, et que cette altérité, ce n'est pas un obstacle, ça peut être un tremplin vers une vie vraiment qui mérite la peine d'être vécue à deux. C'est un pont de réalité, de rythme, de façon d'aimer, et un travail commun pour que tout cela tienne. Et pour approfondir cette notion et mieux habiter votre couple, mieux comprendre vos dynamiques relationnelles, je vous invite à découvrir l'univers de Bicom. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ici sur le plateau, des questions sur votre situation, hein, bon, pas pour que je vous en fasse un roman, n'est-ce pas? N'hésitez pas à m'écrire à bicom.devenez, D-E-V-E-N-E-Z, bicom, c'est B-E-C-O-M-E, .devenez, @gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire. D'ici là, je vous dis à mardi prochain si Dieu veut. Et prenez soin de vous pour de vrai. À très bientôt.